pense qu'on va pouvoir commencer le séminaire. Et donc j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir comme conférencier Claude Cohen-Tanucci. C'est inutile de le présenter, tout le monde le connaît ici. Je voudrais simplement rappeler que Claude a enseigné au Collège de France pendant plus de 30 ans, de 1972 à 2004. Et je dois vous dire qu'ayant fait moi cette expérience pendant un temps qui est à peu près la moitié du sien, j'apprécie, je mesure l'effort qu'il a fait pour tous les ans nous présenter un cours sur un sujet différent, et surtout à une époque où les choses évoluent à une vitesse incroyable. En fait, il a fait ses cours en particulier à l'époque du développement des méthodes de refroidissement d'atomes, et tout ce dont je vous ai parlé la semaine dernière et cette semaine a fait partie, a été décrit dans ses cours qui étaient suivis par l'ensemble des physiciens qui s'étaient lancés dans ce travail et dans ces recherches à partir des années 80, des années 90 et 2000. Donc j'ai vraiment je ne vais pas pousser l'outrecuidance jusqu'à faire le curriculum vitae de Claude. Je le présente, je lui donne donc la parole pour qu'il nous parle de sujets sur les états noirs. Peut-être. Voilà. Bon, mais d'abord, je voudrais remercier Serge de m'inviter aujourd'hui à faire ce séminaire. Ça me rappelle un peu la même situation où j'étais il y a 11 ans, en 2004, quand je faisais aussi mon dernier cours, et où j'essayais de faire un peu une revue d'un certain nombre de développements qui avaient eu lieu en physique atomique. Donc, c'est à la suite d'ailleurs de cette année de rappel d'ensemble que j'avais, comme tu l'as mentionné, avec David, rédigé un livre pour regrouper tous ces développements, un livre qui s'appelle Advances in Atomic Physics, an Overview. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler des états noirs. Je voudrais décrire d'abord une expérience qui a été réalisée en 1976, c'est-à-dire il y a près de 40 ans, à Pise, où l'absorption de lumière par certains états, qu'on a appelé ensuite l'état noir, est bloquée par un effet d'interférence quantique destructive. Je voudrais donner l'interprétation physique de cet effet et ensuite vous montrer qu'ils ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle essentiel dans la découverte de nombreux effets physiques nouveaux comme la transparence induite par la lumière lente, le refroidissement laser subrecul et le lien avec les marches au hasard anormales décrites par les vols de Lévy, et puis le passage adiabatiquement stimulé STIRAP, et aussi le rôle important qu'il joue maintenant dans la production et l'étude des molécules ultra-froides. Donc, je rappelle d'abord l'expérience de Pise. C'était l'époque où les lasers à colorant arrivaient dans les labos, et c'était tentant de faire passer un faisceau laser à colorant, donc on pouvait accorder la fréquence sur un ballon rempli de sodium. Quand la fréquence de résonance coïncidait avec la fréquence du laser, la fluorescence était excitée, et on voyait à l'œil le trajet du faisceau laser dans la cellule. Alors, Adriano Gozzini, à Pise, qui dirigeait ce laboratoire, a eu l'idée d'appliquer le long du faisceau laser un gradient de champ magnétique qui produisait un écart entre deux sous-niveaux Zeeman, G1 et G2, dépendant de la position Z. Donc l'écart varie, et en même temps, il applique un champ de radiofréquence de fréquence nue, et quand vous voyez cette figure, vous voyez clairement que la radiofréquence ne va agir de manière résonante qu'au point Z0 où l'écart entre les deux niveaux Zeeman est égal à H nu. Donc on s'attend en ce point que la radiofréquence égalise les populations, et comme le taux de fluorescence dépend de ces populations, on s'attend à voir une variation de la fluorescence émise par le trajet du faisceau laser, on attend de trouver ce qu'on appelle une résonance brillante. Donc c'est une idée très simple, et je pense que c'était, je ne sais pas si c'était la première idée ou la seconde, c'était la première fois qu'on faisait de la résonance magnétique résolue spatialement, quelque chose qui joue un rôle fondamental dans l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Donc voici d'ailleurs Adriano Gozzini, qui avait des relations très étroites avec nos laboratoires et que je considère un petit peu personnellement comme un artiste. Il avait toujours une élégance extraordinaire dans ses expériences. Alors voici ce qu'on observe. Voici, comme je vous le disais, le trajet du faisceau laser dans la cellule. Et vous voyez qu'ici, il y a un changement de la fluorescence, une augmentation. Et c'est ce qu'on appelle la résonance brillante. Elle apparaît au point Z0 où l'écart entre G1 et G2 est égal à H nu. Alors ce qu'avait fait Gozzini à l'époque, il coupait la radiofréquence. Et à sa surprise, il voyait
une autre résonance, ici plus fine, noire, pas de lumière. Je me souviens, j'étais allé, il se trouvait que je visitais à ce moment-là le labo de Pise. C'était des discussions incessantes, une grande excitation. Évidemment, c'est pas évident, hein, donc une résonance noire, mais elle n'apparaît que si le champ laser est multimode, s'il a plusieurs modes, s'il n'est pas monomode. Et la résonance apparaît en un point maintenant où deux niveaux émanent de deux niveaux hyperfins différents, séparés par une distance de quelques centaines de mégahertz, est égal à l'écart entre les deux modes. C'est-à-dire si h bar oméga 1 moins h bar oméga 2 égale EG2 moins EG1. En quelque sorte, c'est une sorte de condition de résonance Raman. Et voilà la publication initiale, donc en 1976. Alors, à l'époque, on a fait plusieurs approches théoriques. Ennio Arimando et Gérard Orgels ont fait une approche par les équations de bloc optique. Avec Serge Reynaud et Jean, d'ailleurs, quelques années plus tard, on avait fait une approche par atome habillé, et on pouvait donc donner une interprétation quantitative de cet effet. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans ces détails, je vais essayer de donner des images simples et qualitatives. Eh bien, je vais supposer d'abord que l'atome est immobile en un point R égale 0. Et quelle est l'amplitude? Et je vais supposer que l'atome est dans une superposition linéaire C1G1 plus C2G2 des deux sous-niveaux G1 et G2. Quelle est l'amplitude de probabilité pour qu'il passe dans l'état excité? C'est l'amplitude de probabilité qu'il soit dans le niveau G1 que multiplie l'amplitude de probabilité pour que, étant dans G1, il absorbe un photon. Et ça, c'est C1, l'amplitude qu'il soit dans G1, que multiplie la fréquence de Rabi qui caractérise l'amplitude de transition entre l'état G1 et l'état E, qui est le produit du champ électrique du champ laser de fréquence oméga 1 avec l'élément de matrice du dipôle électrique entre E et G1. Et l'amplitude de probabilité pour qu'il absorbe un photon à partir de G2, c'est C2 oméga 2. Donc l'amplitude de probabilité pour que, partant de cet état, il arrive dans l'état excité, c'est C1 oméga 1 plus C2 oméga 2. Et si C1 et C2 et les intensités laser, les amplitudes laser sont telles que C1 oméga 1 plus C2 oméga 2 égale 0, à ce moment-là, l'amplitude qui passe dans l'état excité est nulle. Il peut absorber un photon à partir de G1, il peut absorber un photon à partir de G2, mais s'il est dans une superposition de G2, ces deux processus se contrarient, il n'y a pas d'absorption. Donc c'est pour ça que l'état C1G1 plus C2G2 est appelé état noir, dark state. C'est un état qui n'absorbe pas de lumière. On dit encore que l'atome est piégé dans une superposition cohérente des états G1 et G2 qui ne peut pas absorber de lumière, et en anglais on appelle ce phénomène coherent population trapping. Alors, la question qu'on se pose tout de suite ensuite, c'est si un étoile est noir à l'instant t égale 0, demeure-t-il noir un instant ultérieur? Alors, qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Comme l'atome n'interagit pas avec la lumière, on peut négliger les déplacements lumineux. Et les coefficients CI, C1 et C2, acquièrent au cours du temps un déphasage qui est décrit par un facteur E puissance moins I et 1T sur H bar, et puissance moins I et 2T sur H bar, où E1 et E2 sont les énergies des états G1 et G2. C'est bien connu, mais en quantique, l'évolution, c'est des exponentielles. De même, les champs laser évoluent aussi, et ils évoluent au cours du temps avec un facteur de phase exponentiel moins I oméga I T, avec oméga I égale oméga 1 et oméga 2. Donc l'amplitude globale d'absorption devient donc maintenant C1 et puissance moins I et 1T sur H bar que multiplie oméga et puissance moins I oméga 1T, plus la même chose en remplaçant 1 par 2. Et cette amplitude globale sera nulle et restera nulle comme en T égale 0 si les deux facteurs de phase, le produit de cette exponentielle par cette exponentielle, est égal au produit de cette exponentielle par cette exponentielle. C'est-à-dire si E1 sur H bar plus oméga 1 égale E2 sur H bar plus oméga 2, c'est-à-dire si H bar oméga 2, oméga 1 moins oméga 2 est égal à E2 moins E1. On retrouve la condition de résonance Raman, c'est la condition pour que l'état reste noir au cours du temps. Si elle n'était pas vérifiée, l'état noir au bout d'un moment deviendrait non noir et il absorberait de la lumière. Alors, si on fait le calcul, on trouve que l'amplitude d'absorption et la probabilité d'absorption par suite, et par suite la lumière de fluorescence, RF, varie en fonction de delta, le désaccord par rapport à la résonance Raman. Je vous rappelle que je l'ai fait. Voilà, ça c'est le désaccord par rapport à la résonance Raman, c'est oméga 1 moins oméga 2
comparé à EG2 moins EG1. Donc si on varie le désaccord entre oméga 1 et oméga 2, ou si on balaye oméga 2 à oméga 1 fixé, ou si on varie l'écart entre les deux niveaux, on obtient, en fonction du désaccord grand delta, une courbe qui a un creux au milieu très étroit et qui va à 0. Il était très étroit parce que la cohérence entre G1 et G2, qui est importante dans ce cas-là, comme c'est un état fondamental, les temps de relaxation sont longs et donc la largeur de la raie de résonance est très très fine. Et c'est superposé à une raie beaucoup plus large qui dépend de l'état excité, qui dépend de la largeur de l'état excité. Donc voilà à quoi ressemble une résonance noire expérimentalement quand on l'étudie, et c'est sa grande finesse qui fait tout son intérêt pour des mesures spectroscopiques et pour la suite. Alors, exemple d'implication qui est très vite trouvé, c'est que si on a une vapeur optique très dense pour le faisceau oméga 1, de façon que le faisceau oméga 1 ne peut pas traverser la vapeur, il est absorbé très vite. Si on ajoute au faisceau oméga 1 un faisceau oméga 2, tel que la différence oméga 1 moins oméga 2 soit égale à EG2 moins EG1, à ce moment-là, il n'y a plus d'absorption et le faisceau passe. On a donc une transparence qui n'est induite que par suite de la lumière, par la lumière du faisceau oméga 2. Ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant parce que ça peut contrôler l'absorption de milieu par un autre petit faisceau laser. De l'autre côté, au voisinage de ce point, ça c'est l'indice de réfraction, la partie imaginaire de l'indice de réfraction qui décrit l'absorption. Il y a également une partie imaginaire, une partie réelle, qui décrit l'indice de réfraction. Ça veut dire qu'on a une courbe d'indice de réfraction qui est extrêmement étroite, donc une vitesse de groupe qui est très modifiée, et la vitesse de propagation de la lumière au voisinage de la résonance noire peut être extrêmement lente. Il y a des tas de manips qui ont été faites pour montrer l'existence de cette lumière lente. Alors, je passe maintenant à une application au refroidissement. Ça permettra d'ailleurs de compléter le cours qu'a fait Serge la semaine dernière sur les divers mécanismes de refroidissement. Je vais me poser une troisième question. Qu'est-ce qui se passe maintenant si l'atome, au lieu d'être immobile comme j'ai supposé, se déplace à une vitesse v? À ce moment-là, je vais d'abord traiter classiquement le mouvement de l'atome, c'est-à-dire que je vais remplacer R par Vt. À ce moment-là, dans les exponentielles I, K, I, R moins oméga IT, il faut remplacer R par Vt. Et on va voir apparaître un facteur de phase supplémentaire, dépendant du temps, qui est exponentielle I, K, I, V, T. Si l'état est noir, quel que soit T pour V égale 0, et si K1V est différent de K2V, les deux facteurs de phase supplémentaires qui apparaissent dans C-oméga 1 plus C2-oméga 2 ne sont plus égaux. Et à ce moment-là, l'état n'est plus noir, si V différent de 0. Donc le PGH cohérent de population devient sélectif en vitesse. Il est valable pour V égale 0, il n'est plus valable pour V différent de 0. Là aussi, un sigle pour appeler ça VSCPT, Velocity Selective Coherent Population Trapping. Une autre façon de comprendre cet effet, c'est de dire que quand l'atome bouge, les fréquences qu'il apparente des deux faisceaux laser ne sont plus oméga 1 et oméga 2, mais oméga 1 moins K1V et oméga 2 moins K2V. C'est les effets Doppler qui corrigent oméga 1 et oméga 2. Et dans un processus Raman, il faut soustraire les deux fréquences. Donc c'est K1V moins K2V qui va représenter le déplacement de la différence oméga 1 moins oméga 2. Et donc si K1V moins K2V est différent de 0, à ce moment-là, le désaccord va dépendre de la vitesse. Un cas particulier, si les deux lasers ont la même fréquence, si le module de K1 et le module de K2 sont les mêmes, il ne faut pas prendre les deux faisceaux parallèles, il faut les prendre par exemple antiparallèles pour avoir un paysage cohérent de population. Alors cette propriété nous a suggéré dans les années 88, on travaillait avec Alain Spé, avec Ennio Arimondo, avec d'autres personnes qui faisaient une thèse de doctorat avec nous. Alors, on a eu l'idée suivante. Donc, la probabilité d'absorption, le taux d'absorption R de V en fonction de V, si on suppose que oméga 1 et oméga 2 sont réglés de manière que pour V égale 0, l'état est noir, on voit que l'état n'est plus noir pour V différent de 0 sur un intervalle très petit, c'est la largeur de l'état fondamental. Et donc, les atomes de vitesse nulle ou très très faible n'absorbent plus de photons et sont protégés de ce que je pourrais appeler les mauvais effets de la lumière. Évidemment, dans les manips de refroidissement, la lumière joue un rôle essentiel.
Mais elle a aussi des mauvais effets, parce que quand l'atome absorbe un photon, il le réémet par la suite et il recule dans une direction aléatoire. Et donc, on a l'impression, à première vue, qu'il est impossible de contrôler ce recul aléatoire et que par conséquent, il est impossible de réduire la dispersion d'impulsion en dessous de h bar k. Mais ces atomes-là ne subissent plus d'absorption, donc ils ne subissent plus de recul, donc ils sont protégés des mauvais effets de la lumière. Mais attention, il faut les peupler. Et on les peuple, pourquoi? Parce que les autres atomes qui sont pour V différent de 0, eux, absorbent la lumière. Et quand ils leur émettent, leur impulsion change. Donc ils effectuent une marche au hasard en dehors de V égale 0. Et ce qui peut se passer, c'est qu'ils tombent au cours de cette marche au hasard, ils tombent dans l'état V égale 0, tout près de V égale 0, et où ils s'accumulent. Donc ce n'est pas un filtrage, c'est un pompage. On pompe les atomes par des reculs, des absorptions et des reculs aléatoires de lumière. Donc ils vont s'accumuler ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que plus on attend longtemps, plus étroit sera l'intervalle autour de V égale 0, ou pendant lequel les atomes qui sont tombés dans cet intervalle ne le quitteront pas parce qu'ils n'auront pas eu le temps de le quitter. Donc plus on attend, plus l'intervalle de V dans lequel on pompe les atomes, on les piège, devient de plus en plus étroit. Donc on a l'impression que c'est un processus qui n'a pas de limite. On peut refroidir les atomes en dessous de delta V égale h bar k. Alors maintenant on peut revenir en arrière. Quatrième question, est-il correct de décrire classiquement le mouvement de l'atome? Est-il possible de remplacer R par VT? La réponse est bien sûr non. Si l'impulsion delta P devient très bien définie, delta X devient extrêmement mal définie à cause des relations d'incertitude. À ce moment-là, on ne peut plus considérer l'atome comme un point. Il faut le traiter quantiquement. D'autre part, pour que les deux amplitudes d'absorption puissent interférer, il faut qu'elles aboutissent au même état final. Et maintenant, comme je traite quantiquement les degrés de liberté de translation, l'état final, c'est par exemple E, atome excité, P, impulsion P le long de l'axe Z. Donc, à cause de la conservation de l'impulsion, pour arriver dans EP égale 0, par exemple, pour arriver dans l'état EP, l'atome doit partir, quand il absorbe un photon oméga 1, il doit partir de G1 moins H bar K, pour qu'en ajoutant H bar K à G1 moins P1 moins H bar K, on tombe sur P dans l'état excité. De même, il doit partir de P2 moins H bar K2 pour, en partant de G2, arriver dans l'état EP. Donc, l'état doit partir de deux états qui non seulement diffèrent par l'état interne, G1 et G2, mais qui diffèrent aussi par l'état externe, P1 moins H, P moins H bar K1, P moins H bar K2. Donc, l'état noir n'est plus simplement une superposition de G1 et G2, c'est une superposition de G1 P moins H bar K1 et de G2 P moins H bar K2, avec bien sûr la condition de résonance Raman, qui maintenant doit inclure l'énergie interne, l'énergie cinétique, l'énergie du photon pour le système 1 et la même chose pour le système 2. Alors la première mise en évidence expérimentale de ce mécanisme a été faite en 1988 et elle utilise la transition 2,3H1, 2,3P1 de l'atome d'hélium. Les états G1 et G2 sont les états M égale moins 1 et M égale plus 1 de l'état de moment cyclique 1 de 3S1, et l'état E0, c'est l'état M égale 0 de l'état de 3P1. On peut montrer facilement que les autres sous-niveaux Zeeman ne jouent plus aucun rôle au bout d'un certain moment. On suppose qu'on est en champ magnétique nul, de sorte que les énergies internes de ces deux états sont les mêmes, et on suppose que les deux faisceaux laser qui font VSCPT ont des directions opposées et la même fréquence, et donc des impulsions opposées. Donc l'état noir, c'est 1 sur racine de 2, moins 1, moins H bar K, plus 1, plus H bar K, pour qu'il puisse aboutir, par absorption d'un photon de plus H bar K d'ici à là, et par absorption d'un photon moins H bar K d'ici à là. Donc, vous voyez que l'état noir, maintenant, c'est un état superposition linéaire à la fois des degrés de liberté interne et externe, qui ne se factorise pas en une partie interne et une partie externe, donc c'est un état intriqué. Et voilà le premier résultat expérimental que nous avions obtenu en 1988, donc dans cette publication.
on a un G métastable d'hélium, parce que l'état de 3S1 métastable, qui arrive sur un photomultiplicateur d'électrons. En déplaçant le photomultiplicateur, on peut mesurer la densité d'électrons le long de cette direction. Et puis ici, on a un faisceau laser, polarisé sigma+, rétro-réfléchi par miroir, de sorte que dans la direction opposée, il y a une polarisation sigma-. Donc on réalise deux faisceaux laser, sigma+, sigma-, de direction opposée. Et voici le résultat. Le profil du jet atomique sans laser et le profil du jet atomique avec laser. Effectivement, on voit que l'état noir, c'est un état à deux impulsions. Si on mesure son impulsion, il a deux valeurs, moins h bar k et plus h bar k. Et le fait que ça soit résolu, comme ils sont distants de 2 h bar k, indique que la largeur de chaque pic est plus petite que h bar k. Le fait qu'il soit au-dessus du fond ici explique qu'on n'a pas un filtrage, on a vraiment un pompage. Cette expérience a été rapidement améliorée en remplaçant le jet atomique par une boule de sodium, d'atomes d'hélium qu'on refroidit, donc qu'on refroidit transversalement, on coupe le piège et on laisse tomber les atomes en les soumettant aux deux faisceaux sigma+, sigma-. Alors là, ils ont le temps d'interagir un temps plus long que le traversé des deux faisceaux laser, et ils tombent sur une galette multicanaux qui permet de mesurer le nombre d'atomes qui tombent en ce point. Et voilà, après un seul lâcher, ce qu'on obtient, après 80 lâchers, ce qu'on obtient, et voilà la courbe qu'on obtient donc sur la répartition d'impulsion des atomes qui ont été refroidis. Là, on a un très bon rapport chaleur-bruit, et on peut évaluer la température, et la température qu'on a obtenue de manière courante, ça a été des températures de l'ordre de 10-9 K, du nanokelvin. Donc c'est une autre méthode de refroidissement qui a permis de dépasser les limites du refroidissement Doppler et subdoppler, qui est arrivé au microkelvin, elle a permis d'arriver au nanokelvin. Alors ceci, ça a été le travail d'un chercheur qui était exceptionnel qu'on avait dans notre équipe, qui était François Bardou, et qui malheureusement est mort très vite d'une tumeur au cerveau. Alors, il y a aussi une expérience qu'on peut faire de manière très, très impressionnante, c'est que si on a nos deux pics ici, et si on diminue l'intensité d'un faisceau laser en augmentant l'autre, on fait ce qu'on appelle un passage adiabatique rapide, sur lequel je ne vais pas passer beaucoup de temps ici parce que je reviendrai tout à l'heure dessus. L'état noir reste une superposition des deux états, mais on diminue C1, on augmente C2 de manière adiabatique, et donc on transfère toute la population d'un pic sur l'autre. Là aussi, on n'élimine pas un pic, c'est un transfert où on garde tous les atomes. Et vous voyez qu'on passe d'une courbe à deux pics à une courbe à un seul pic avec une amplitude double. Et c'est là qu'on peut mesurer des températures de l'ordre de 10-9 K. Et on a pu montrer que pour cette transition de l'hélium, il était possible de généraliser à deux dimensions l'expérience et à trois dimensions. Et à deux dimensions, par exemple, à ce moment-là, on a une superposition de quatre états d'impulsion plus h bar k, moins h bar k, plus h bar k, moins h bar k, qui donne quatre pics, que vous voyez ici. Également, en diminuant trois des intensités, en augmentant la quatrième, on les transforme en un seul pic. Et ça marche aussi à trois dimensions. Alors, à l'époque, si vous voulez, on essayait de comprendre jusqu'où on pouvait aller. Et en particulier, une des questions importantes qu'on se posait, c'est est-ce que quand on diminue la température, l'intégrale sous un pic tend vers une valeur finie ou tend vers zéro? Autrement dit, est-ce qu'on arrive à refroidir tous les atomes ou est-ce qu'on perd la plupart des atomes? Et ça, c'était important parce qu'à l'époque, on cherchait la condensation de Bose-Einstein, et comme on arrivait à 10.9 K, c'était une question importante. Alors, ici, il y a deux types de difficultés, des difficultés fondamentales liées au mécanisme, là je vais y revenir dessus, et puis des difficultés pratiques qui sont dues au fait que les états noirs sont fragiles. Si on essaie d'augmenter trop la densité d'états noirs, il y a de la diffusion multiple dans le mélange, et les photons qui n'ont pas la bonne polarisation, arrivant sur un atome qui est dans l'état noir, le font sortir de l'état noir. Donc c'est très difficile avec des phénomènes de cohérence, avec des phénomènes de superposition linéaire d'état. Les gens qui font de l'information quantique le savent bien, c'est très difficile de préserver la cohérence. Donc on ne peut pas arriver, à cause de ces effets parasites, à des densités très élevées permettant d'atteindre la condensation Bose-Einstein. Mais est-ce qu'au moins on peut prédire si le mécanisme même, indépendamment de diffusion multiple, permet d'accumuler tous les atomes dans un seul pic? Alors là, on se trouve confronté à des difficultés considérables. En effet, qu'est-ce qu'on a à sa disposition? On a les équations de bloc optique,
il faut les résoudre numériquement, parce qu'il faut tenir compte. Il faut tenir compte des degrés de liberté de translation, il faut discrétiser P, l'impulsion, et comme les courbes deviennent de plus en plus étroites, il faut discrétiser l'impulsion sur une grille de plus en plus fine. Et au bout d'un moment, les calculs numériques deviennent extrêmement compliqués. Et là, comme à l'époque aussi, en particulier avec les travaux de Jean et d'Yvan Castin, il y avait les méthodes de Carlo, méthodes de Monte-Carlo quantique qui se développaient, on a essayé d'appliquer ces méthodes de Monte-Carlo à ce problème. Alors, comment on fait? Finalement, l'atome, avant d'émettre un photon d'émission spontanée, évolue dans une famille à 3 dimensions. E0P, G1P moins H bar K, G2 plus H bar K. Donc une famille indicée par l'indice P. Il évolue sous l'effet d'un Hamiltonien effectif dans cette famille, et puis, au bout d'un certain temps, avec une probabilité qu'on sait calculer, il peut émettre un photon spontané. À ce moment-là, P change, et il change de famille, il va dans une autre famille, et ainsi de suite. Et on peut donc suivre au cours du temps la variation de P, de l'indice P qui indique la famille, en fonction du nombre d'émissions spontanées qui se produisent. Et voilà ce qu'on trouve dans ce papier qu'on a publié. On travaillait en collaboration aussi avec Jean-Philippe Bouchot, qui est un grand spécialiste de physique statistique. Et vous voyez ici, on porte P en fonction du temps. Et là-dedans, il y a à peu près 4000 émissions spontanées. Et vous voyez, évidemment, quand P est voisin de 0, comme la probabilité d'absorption est très faible, on reste très longtemps dans cet état. Et un seul événement ici prend 80% du temps total, alors qu'on a 4000 sauts. Et ici, on regarde à une échelle beaucoup plus petite, on a la même allure. Donc, on trouve qu'on a une marche au hasard tout à fait anormale, parce qu'en général, dans les marches au hasard, l'espace entre deux taux varie, mais varie peu, d'un saut à l'autre. Ici, elle est dominée par des événements extrêmement rares où P reste très longtemps proche de 0. Et c'est un même comportement à toutes les échelles. Et là, on s'est rendu compte, justement, en discutant avec Jean-Philippe Bouchot, on assistait d'ailleurs à un de ces séminaires qu'il faisait au cours d'un séminaire café à l'École normale supérieure, on s'est aperçu que les gens qui faisaient des polymères avaient des simulations tout à fait analogues à celles-là. Et que par conséquent, le refroidissement subrecul qu'on étudiait conduisait à un comportement analogue à d'autres phénomènes aléatoires faisant intervenir ce qu'on appelle des vols de Lévy. Alors, je dis en 2 mots, je n'ai pas le temps bien sûr ici de faire un cours sur les vols de Lévy, pourtant ça c'est extrêmement intéressant, mais supposez qu'on ait une suite d'éléments aléatoires séparés par des intervalles taux 1, taux 2, taux 3, deux événements successifs, et appelons T1 égale taux 1, l'intervalle après un événement, T2 égale taux 1 plus taux 2, l'intervalle après 2 événements, Tn égale sigma i de 1 à n de taux i, c'est-à-dire la durée totale qui sépare 2 sauts. Grand Tn est une somme de variables aléatoires indépendantes. Et si les moments, et puis tous ces événements sont indépendants. Entre 2 sauts, ce qui se passe est indépendant de ce qui se passe entre 2 sauts suivants. Si les valeurs moyennes taux et taux 2 existent, c'est-à-dire si la moyenne et la variance de P de taux existent, à ce moment-là, la distribution du temps total, c'est une somme de variables indépendantes, et le théorème de la limite centrale s'applique. La distribution du temps total est une gaussienne. Mais il peut se passer, et c'est ce qui se passe dans le cas du refroidissement subrecul, qu'on a une probabilité de taux d'intervalle, de longueur d'intervalle, de la forme C égale taux 1 C divisé par taux 1 plus mu, où mu est plus petit que 1 mais plus grand que 0, de sorte que la fonction est normalisable mais que la valeur moyenne est infinie, de même que la valeur moyenne du carré est infinie, ou on peut prendre aussi 1 entre mu et 2, et à ce moment-là c'est taux est fini, mais c'est taux 2 qui est infini. Donc on peut avoir des sommes de variables aléatoires indépendantes ayant chacune une loi de probabilité normée, mais n'ayant pas de moyenne ou n'ayant pas de moyenne et de variance. À ce moment-là, le théorème de la limite centrale ne s'applique plus, et à ce moment-là, la distribution grand Tn
n'est plus distribuée suivant une gaussienne à la limite n tend vers l'infini. Elle est distribuée suivant des lois que Paul Lévy a établies, qui sont des lois universelles, et qui montrent que le phénomène est dominé par un petit nombre d'événements très rares. Mais à ce moment-là, c'est ces petits événements très rares qui dominent toute la marche. Alors, je signale tout de suite que pour le refroidissement subrecul, le fond de la courbe, le fond de la résonance noire varie en P2, autour de P égale 0, et un atome qui tombe là-dedans tombe uniformément dans un petit intervalle autour de P égale 0, il le quitte avec une loi qui est 1 sur P2, une probabilité qui est 1 sur P2, qui est une probabilité qui est P2, donc il y reste un temps qui est 1 sur P2. Et quand on fait la distribution des temps de séjour de l'atome qui tombe dans le piège, en fonction de l'endroit où il tombe, on trouve une loi en 1 sur tau puissance 3,5. Donc on est dans le cas des vols de Lévy. Donc la distribution des temps de séjour de l'atome dans le piège n'est plus une loi qui ayant une valeur normale, et donc le temps total est obéit à une loi de Lévy. Alors nous avons été capables de calculer analytiquement la forme de Ré, la distribution d'impulsion, alors que c'est complètement sans espoir par les méthodes traditionnelles, comme les équations de bloc optique. Et avec les résultats concernant les vols de Lévy, nous avons été capables de calculer la transformée de Fourier de la distribution d'impulsion P après un temps d'interaction θ en fonction de θ, et voici en fonction de P, donc en fonction du temps, et on trouve une loi théorique déduite, qui est écrite par la courbe pleine, le meilleur fit par une lorentzienne, par la courbe pointillée, et vous voyez ici les points expérimentaux. Donc on arrive à avoir une forme analytique pour la forme de Ré, la distribution d'impulsion, qui est très bonne, qu'on peut comprendre parfaitement. Et on peut montrer qu'à la limite tendant vers l'infini, tous les atomes seront pompés. On ne perd pas d'atomes par le processus lui-même. Et étant donné qu'on avait compris un grand nombre de choses, et étant donné aussi que la plupart des gens sont peu familiers avec les décisions de Lévy, avec François Bardou, Jean-Philippe Bouchot, Alain Spey, nous avons écrit un livre dans Cambridge où non seulement nous expliquons comment appliquer les vols de Lévy aux états noirs, mais nous avons aussi fait un rappel pédagogique sur les vols de Lévy. Et ça s'appelle Lévy Statistics and Laser Cooling, How Rare Events Bring Atoms to Rest. Bon, j'arrive maintenant au dernier point de mon application. Je vais vous montrer maintenant donc les résonances noires, finalement, ont permis d'étendre le refroidissement subrecul, d'étendre le refroidissement laser au domaine subrecul et d'atteindre le nanokelvin. Alors bien sûr, ça a été atteint après par le refroidissement évaporatif, dont Serge a parlé juste précédemment dans son cours, mais là c'est un refroidissement entièrement optique. On n'utilise que des interactions matière-rayonnement. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut étendre, maintenant j'aborde le problème des molécules, est-ce qu'on peut refroidir des molécules? Ce que je voudrais vous montrer, c'est que les états noirs permettent de refroidir des molécules. Et je voudrais vous donner 2 exemples. Comment refroidir des molécules? D'abord, de manière générale, comment refroidir des molécules? Ce n'est pas facile, parce que les méthodes traditionnelles du refroidissement laser ne marchent pas. Pourquoi? Parce que pour les atomes, une fois que l'atome a absorbé un photon et qu'il a réémis en changeant d'impulsion, en général, on choisit des transitions où il tombe dans un sous-niveau à partir duquel il peut absorber un 2e photon, puis un 3e photon, puis un 4e photon. Étant donné que chaque cycle dure quelques nanosecondes, par seconde, l'atome peut absorber des centaines de millions de cycles, absorption-émission. Pour une molécule, quand une molécule absorbe un photon, ensuite, quand elle retombe, elle a une flopée de niveaux de rotation, vibration, où elle peut tomber, et à partir desquels elle ne peut plus réabsorber un 2e photon. Donc il n'y a pas de transition fermée facile à utiliser pour des molécules. Donc ça ne marche pas bien. Encore que maintenant, il y a des gens qui arrivent à trouver des solutions pour contourner ce problème. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été inventées. D'abord, utiliser des molécules paramagnétiques qui ont un moment magnétique et utiliser des pièges magnétiques pour piéger ces molécules et pour les mélanger avec un gaz d'hélium cryogénique à 1 ou 2 degrés Kelvin. À ce moment-là, par contact, les molécules se refroidissent et ensuite on pompe l'hélium, on se retrouve avec des molécules piégées qui sont refroidies. Alors ça, c'est une ligne qui a été explorée par John Doyle à
Harvard, et qui marche très bien avec des molécules paramagnétiques. Deuxième méthode qui s'est développée de plus en plus, c'est d'utiliser des jets de molécules et de les décélérer par effet Stark ou par effet Zeeman au moyen de champs électriques ou magnétiques inhomogènes et pulsés. C'est une méthode aussi qui a été explorée par plusieurs groupes, un groupe en Hollande de Meijer et puis aux États-Unis de Mark Reisen. Et ça marche, on arrive donc à faire des décélérateurs Zeeman ou Stark de molécules. Troisième méthode, qui est celle dont je vais parler, qui est le balayage d'une résonance de Feshbach, dont Serge a juste évoqué dans la fin de son cours, pour obtenir une molécule de Feshbach, dont je vais expliquer ce que c'est, extrêmement excitée, tout près du seuil de dissociation, qu'on transfère ensuite vers l'état fondamental de manière parfaite par ce qu'on appelle le stirap, par un balayage qui conserve un état noir. Et enfin, de la photoassociation à un ou deux photons. Donc, si j'ai du temps, d'abord je parlerai surtout de 3, et si j'ai du temps à la fin de mon cours, je dirai un mot ou deux sur la photoassociation à deux photons. C'est-à-dire qu'on part d'atomes froids et on les photoassocie par un photon ou deux photons. Alors, je rappelle un peu résonance de Feshbach, donc je m'excuse, je reprends un peu ce que tu viens de dire dans ton cours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résonance de Fano-Feshbach? Il faut appeler aussi Fano parce que Fano a joué un rôle très très important dans les couplages continuum discret dans les molécules. Considérons un canal de collision, un potentiel d'interaction entre deux atomes qui est représenté ici, et supposons qu'on a deux atomes très très froids qui rentrent en collision dans ce canal, avec une énergie initiale et collision qui est très très petite. Ils ont été refroidis par laser. Bon, alors, c'est un canal qu'on appelle ouvert parce qu'on part d'un état initial qui est au-dessus du seuil de dissociation. Mais en général, ce canal est obtenu pour une certaine configuration de spin des deux atomes. Il y a d'autres configurations possibles de spin. Il y a d'autres canaux, par exemple celui-ci qui est en rouge, que j'appelle fermé parce que son seuil de photodissociation, il est au-dessus de l'énergie et collision de l'état entrant, et donc l'état entrant ne peut pas être dans le seuil, dans le continuum de cet état. Et supposons que ce canal fermé est un état lié, E-bound, dont l'énergie E-bound est toute proche de E-collision. C'est tout à fait possible. Alors, attention. Dans l'hamiltonien total, on a fait une approximation déjà pour isoler une partie qui permet de définir le canal fermé et le canal ouvert. Il y a des termes qu'on a négligés. Ces termes qu'on a négligés couplent les deux canaux, ont des éléments de matrice entre les états dans un canal et les états dans un autre canal. Et ce qui peut se passer, c'est que la paire d'atomes entrant en collision dans l'état école peut effectuer une transition virtuelle vers l'état E-bound du canal fermé et revenir dans l'état initial. Toutes les fois qu'on a un hamiltonien en deuxième ordre, on a une transition virtuelle de ce type. Et la durée de la transition virtuelle est de l'ordre de h bar sur la différence E-collision moins E-bound. Plus l'état E-collision est proche de E-bound, plus la transition virtuelle va être longue et plus elle aura d'effet pour modifier les propriétés de la collision, l'amplitude de collision qui, comme ça je l'ai montré tout à l'heure, a très basse énergie et ce qu'on appelle la longueur de diffusion, petit a. Si vous voulez, c'est une situation tout à fait analogue à ce qu'on a quand on envoie un photon sur un atome dans un état discret et le photon, l'état initial photon plus atome dans l'état discret appartient à un continuum parce qu'on peut prendre des photons de toutes les fréquences possibles. Et le photon peut être absorbé par l'atome qui passe dans un état discret, qui lui est un état discret maintenant puisqu'il n'y a plus de photons. Et il peut se passer que l'énergie du photon incident coïncide avec l'énergie qui sépare l'état fondamental de l'état excité. Autrement dit, l'état initial, atome dans l'état fondamental, photon incident, a une énergie très proche de l'état atome dans l'état excité, 0 photon. Donc on a un état du spectre continu qui est très proche d'un état du spectre discret. Et on sait très bien que quand l'énergie du photon est résonante, à ce moment-là, l'amplitude de diffusion devient résonante et
considérablement modifiée par rapport à la diffusion non résonante quand la fréquence du photon est très loin. Donc on a un phénomène de résonance très typique en physique atomique de tout couplage entre état discret et continuum. Alors, vous allez me dire, mais dans l'exemple de la diffusion résonante d'un photon par un atome, il y en a un moyen très facile de balayer la résonance, c'est de balayer la fréquence du laser, s'il est accordable. Comment on fait ici pour balayer l'énergie E-band moins E-collision? La réponse est très simple, et encore plus simple, parce que les deux canaux ouverts et fermés que je dessine ici correspondent à des configurations de spin différentes qui ont des moments magnétiques différents. Et donc, si on applique un champ magnétique, les deux canaux vont être déplacés de manière différente. Et on peut déplacer un canal par rapport à l'autre. Et par exemple, baisser le canal fermé, vous voyez qu'on a balayé la résonance dans un sens, ou de changer, donc on a balayé la résonance dans l'autre sens. Donc on a un moyen extrêmement simple ici, un simple bouton qui change un champ magnétique peut balayer la résonance, qu'on appelle la résonance de Feshbach. Et à ce moment-là, le calcul qu'on peut faire, on trouve qu'on attend qu'on fait une résonance optique, on a une courbe de dispersion et une courbe d'absorption de Lorentz. On attend ici, donc ça va être une courbe de dispersion. Voilà ce qu'on trouve pour l'amplitude de diffusion, c'est-à-dire pour la longueur de diffusion. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas une courbe de diffusion, ce n'est pas une courbe de dispersion, ça ne revient pas à zéro. Alors la réponse est simple, c'est que quand on est à résonance, l'état du spectre continu, l'état incident et collision est très proche de l'origine, du seuil de dissociation, et l'état discret, sa largeur, due au couplage, va être donné par la règle d'ordre de Fermi qui donne la probabilité que l'état discret se dissocie sur le continuum. Mais la densité de l'état du continuum près de l'état et collision est très faible, parce qu'on est juste au début d'un continuum. Ça veut dire que la largeur de cette résonance est infiniment petite. Donc au lieu d'avoir une courbe de dispersion comme ça, on a une courbe de dispersion comme ça. Si vous voulez comprendre ça avec les mains, pas très simple, mais on peut le faire de manière plus sérieuse. Alors comme le disait Serge tout à l'heure, ici A est positif, et on peut montrer à ce moment-là que quand A est positif, les interactions sont attractives, sont effectives, sont répulsives, pardon. A est négatif, des interactions attractives. Et puis s'il y a une longueur de diffusion background due à d'autres canaux qui ne sont pas résonants, qui va donner un fond ici. Vous voyez, donc il faut baisser ou lever la courbe de dispersion, et elle est comme ça. Donc, il y a un endroit, par exemple ici, où la longueur de diffusion s'annule, c'est-à-dire où le gaz est parfait. Donc on a un système où, avec un simple bouton, on peut avoir un gaz parfait, un gaz répulsif à grande distance, un gaz attractif. Alors ça c'est fabuleux, ça a été vraiment un progrès spectaculaire de la physique atomique des atomes froids. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut aussi, l'hamiltonien à deux niveaux, on peut essayer de le diagonaliser. Et ça a été fait par plusieurs personnes, et on peut calculer ces états discrets. Quand il n'y a pas de couplage entre les deux canaux, il n'y a qu'un canal qui est un canal discret, qui est un état discret, c'est le canal fermé. Quand on tient compte du couplage, on va trouver qu'il reste un état discret, mais qui n'existe que dans la région A positive. Dans la région A positive, il y a un état discret, alors que dans la région A négative, il n'y a pas d'état lié. Et dans la région A positive, il y a un état lié avec une énergie qui est h bar 2 sur MA2, une énergie de liaison moins h bar 2 sur MA2, où je vous rappelle A, c'est la longueur de diffusion, et je vous rappelle que la longueur de diffusion devient infinie, A2 donc devient infinie au voisinage de la résonance. Donc, quand on augmente B, le champ magnétique, à partir de la résonance, de la valeur de résonance pour laquelle A est infini, l'énergie de cet état discret lié qui existe dans la région A positive varie en 1 sur B moins B0 au carré. Elle a une extension de l'ordre de A. Et comme A est infini, près de la résonance de Feshbach, on a une énorme molécule qu'on appelle une molécule de Feshbach. Comment la créer? Donc elle a des propriétés universelles, hein, bien sûr, elle ne dépend plus des paramètres, elle ne dépend plus que de petit a. Comment la créer? Eh bien, c'est facile. On balaye le champ magnétique de la région A négatif où il n'y a pas d'état lié vers la région A positif où il y a un état lié. Alors on part d'un état libre
un état de collision de deux atomes ultra froids, et on balaye la résonance pour arriver dans l'état, je vais recommencer, pour arriver dans la région A positive où il y a un état lié. Donc on est parti d'une paire d'atomes ultra froids entrant en collision, et en balayant le champ magnétique lentement, on arrive à une région A positive où on a une molécule de Feshbach énorme. Bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse seulement. Est-ce qu'on peut avoir une molécule dans l'état fondamental? Parce que pour faire de la physique, ensuite, il y a intérêt à avoir des molécules qui ne sont pas comme ça, des molécules extrêmement instables. Alors, c'est là qu'on utilise STIRAP, Stimulated Raman Adiabatic Passage, qui a été proposé par Klaas Bergman, et ça, c'est vraiment une belle idée. Ben, l'idée est la suivante. Je reviens à mon schéma d'état noir. Deux états G1 et G2, deux lasers oméga 1, oméga 2, avec la condition de résonance Raman, G1, oméga 1, petit oméga 1 moins petit oméga 2 égale G2 moins G1. Et puis ça, c'est l'état excité, on n'est pas forcément en résonance. Hein. Ce qui est important, c'est la résonance Raman, hein, ce n'est pas la résonance optique. Voilà, alors on a un état noir. Alors d'abord, si l'état noir, c'est C1G1 plus C2G2. Supposez que, et puis on a donc C1 oméga 1 plus C2 oméga 2 égale 0, où oméga 1 et oméga 2 sont les fréquences de Rabi. Donc de cette égalité, je déduis C1 sur oméga 2 égale moins C2 sur oméga 1. Si oméga 1 est très très grand devant oméga 2, oméga 1 très très grand devant oméga 2, pour que ce rapport soit égal à celui-ci, il faut que C2 soit très grand aussi. Si oméga 1 est très grand, il faut que C2 soit très grand. Autrement dit, si oméga 1 est très grand devant oméga 2, l'état noir, c'est G2. Et ça, c'est compréhensible. Si on a beaucoup de lumière sur cette transition, si l'atome est là, il va tout de suite absorber la lumière. Il n'absorbera pas de lumière que s'il est ici. Si au contraire, oméga 2 est beaucoup plus grand qu'oméga 1, à ce moment-là, l'atome va être ici, essentiellement. Mais si on part de oméga 1 très, très grand de oméga 2, et où l'atome est dans G2, et si on réduit oméga 1, si on part, d'oméga 1 très grand de oméga 2, et où on est ici, et qu'on réduit lentement oméga 1 tout en augmentant lentement oméga 2, jusqu'à ce que oméga 2 devienne très grand devant oméga 1, on va passer adiabatiquement et sélectivement de G2 à G1. Et à aucun moment, l'état excité ne sera peuplé, parce qu'on est toujours dans un état noir. Et pour les molécules, c'est fondamental. Si l'état excité est peuplé, il va se dépeupler vers les états revibrationnels et on va perdre les molécules. Donc cette méthode-là permet donc de transférer de manière adiabatique et sélective les molécules de G2 vers G1. Et vous voyez que c'est un ordre anti-intuitif. Si on vous disait comme ça, à brûle-pourpoint, comment vous passez de G2 à G1, eh bien, vous allez dire, je commence à appliquer oméga 2, puis oméga 1. Non, il faut commencer à appliquer oméga 1, puis oméga 2. C'est parce que vous ne faites pas une transition vraiment réelle, en quelque sorte. Vous faites un état noir qui reste adiabatiquement noir. Et le point important, comme je disais, c'est que le système, s'il est dans un état noir, l'état excité n'est jamais peuplé et on ne perd pas de molécules. Et c'est ça qui est fondamental, il ne faut pas perdre de molécules. Alors, maintenant, comment les gens ont réussi ce processus de manière très brillante à Boulder? Ils ont balayé donc une résonance de Feshbach et produit des molécules potassium 40, rubidium 87 dans un état revibrationnel extrêmement excité puisque c'est une molécule de Feshbach. Puis, par un passage adiabatique rapide, ils sont passés donc, de cet état excité. Donc voilà l'état excité dans lequel ils préparent d'abord les molécules, Feshbach. Et puis, par un passage adiabatique rapide, avec oméga 1, oméga 2, alors en appliquant d'abord oméga 2, puis oméga 1, ils passent de l'état de Feshbach ici à l'état revibrationnel fondamental de la molécule. Ils ne passent pas à 100%, ils passent à 56%. Ils ont un transfert efficace à 56% des molécules, de la molécule de Feshbach à l'état fondamental. C'est extrêmement sélectif. Ils peuvent
préparer le sous-niveau hyperfin et sous-niveau Zeeman de l'état fondamental qu'il désire. Donc c'est l'équipe de Deborah Jean et de Jun Ye à Boulder qui ont obtenu ainsi des molécules. En plus, ces molécules sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont polaires. Elles sont polaires. Ils ont obtenu donc des molécules polaires avec une densité de 10 puissance 12 par centimètre cube, ce qui est tout à fait honorable, et une température de 350 nanokelvin. Alors, ils ne sont pas encore au seuil de condensation. Ils n'ont pas encore atteint le seuil de condensation, mais ils sont optimistes pour l'atteindre. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir des molécules polaires ultra froides? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on peut faire de la spectroscopie de très haute résolution avec des molécules très très lentes, très froides. On peut mesurer des choses avec beaucoup de précision et on peut faire des tests des théories fondamentales. Regardez par exemple si les noyaux de la molécule ont un moment dipolaire électrique, parce que le champ interne électrique créé par les deux noyaux qui n'ont pas la même charge est important, et donc ça augmente effectivement le champ agissant sur les noyaux. On peut faire donc des tests plus précis des théories fondamentales comme EDM, la parité. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que si les molécules sont dipolaires, à ce moment-là, les interactions molécule-molécule ne sont pas du tout les mêmes que les interactions atome-atome. Elles deviennent d'abord anisotropes. Deux dipôles comme ça, je crois, se repoussent, alors que deux dipôles comme ça s'attirent. Donc elles sont très anisotropes, les interactions. D'autre part, elles sont à longue portée. C'est des interactions dipôle-dipôle qui sont en loi de puissance, alors que les interactions atome-atome neutre, c'est des interactions d'échange qui sont plus à coup de portée. Par exemple, si on a des molécules piégées dans un réseau optique, à ce moment-là, elles interagissent même si elles ne sont pas dans le même puits. Alors que pour des atomes piégés dans un réseau optique, les interactions importantes n'existent qu'à l'intérieur d'un même puits. D'autre part, la longueur d'onde de De Broglie des molécules devient maintenant très grande si elles sont très froides. Et à ce moment-là, elle peut devenir plus grande que la distance d'approche où les deux molécules peuvent réagir chimiquement. Donc on a un contrôle de réaction chimique et une nécessité de décrire quantiquement les processus pour comprendre la chimie. Les gens appellent ça maintenant de la chimie quantique. Ce n'est pas la chimie quantique consistant à calculer des fonctions d'onde, hein. C'est la chimie avec des effets quantiques. Enfin, si des gaz de molécules hétéropolaires et refroidis se condensent, à ce moment-là, c'est extrêmement important. Ce serait extrêmement important parce que ça permettrait de comprendre si l'anisotropie et la longue portée modifient la superfluidité de ces condensats. C'est un problème extrêmement ouvert. Alors, je voulais vous donner simplement un bel exemple qui a été déjà étudié d'effet quantique dans une réaction chimique. Alors, la réaction chimique, c'est donc deux molécules de KRB donnant une molécule de potassium plus une molécule de rubidium. D'accord? Alors, les molécules K40, 87Rb sont des fermions. Si elles sont préparées dans le même état interne de l'état fondamental, par exemple l'état interne, si les deux sont dans l'état 4, moins 4, 1,5, ou les deux dans l'état moins 4, 3,5, ça on peut le faire. À ce moment-là, elles sont dans le même état interne, la partie interne de la fonction d'onde est symétrique, et donc la partie orbitale est forcément antisymétrique, puisque c'est des fermions. Donc les deux molécules ne peuvent entrer en collision que dans une onde P. Alors que si elles sont toutes les deux préparées dans des états internes différents, elles peuvent entrer en collision dans l'onde S. Donc, suivant la préparation des états internes des deux molécules qui entrent en collision, la collision a lieu soit dans l'état P, dans l'onde P, et si on est dans l'onde P, il y a forcément une barrière centrifuge, hein, dans la potentielle d'interaction d'une onde P, il y a une barrière centrifuge, alors que dans l'onde S, il n'y a pas de barrière centrifuge, ici. Donc, dans un premier cas, et dans ce cas-là, la barrière centrifuge, si les molécules sont froides, peut empêcher les molécules de s'approcher suffisamment pour réagir chimiquement, alors que dans l'autre cas, elle ne peut pas, il n'y a pas de barrière. Et donc, la vitesse de réaction de cette réaction
ne va pas être la même ici, où elle croît en fonction de la température, et dans l'onde S, où elle ne croît pas, elle est constante. Donc vous voyez ici un exemple de réaction chimique qui est nettement différente suivant l'état interne dans lequel on a préparé les molécules. Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut changer l'état interne juste par changeant un spin nucléaire. Ça veut dire que le changement d'un spin nucléaire peut changer une réaction par un facteur 50. Donc vous voyez un effet spectaculaire quantique sur une réaction chimique. Ça, je trouve que c'est un truc très très joli. Alors, j'ai encore 3 minutes. Alors, il y a aussi une autre façon de créer des molécules, c'est de faire de la photoassociation. C'est-à-dire de prendre deux atomes et de les coller l'un à l'autre avec un photon. Alors, on peut faire de la photoassociation à deux photons, où on part donc d'un état de collision d'énergie très faible, parce qu'ils sont très froids, et on le photoassocie vers un état d'un canal qui est loin maintenant, qui n'est pas en coïncidence avec l'état de collision. Donc c'est une photoassociation à deux photons, où on peut aussi, avec une transition Raman, partir de là et créer mettre les atomes dans un état du spectre discret de ce potentiel. Ce n'est pas une molécule Feshbach, c'est un état discret. Par absorption, émission stimulée. Et ça s'appelle de la photoassociation à deux photons. Et là, beaucoup de groupes ont étudié aussi bien la photoassociation à un qu'à deux photons. Alors, ce qui est amusant, c'est que si on met les deux faisceaux en même temps, et si on a donc l'état discret, l'état continu ici, et puis l'état discret dans le même puits de potentiel, on a maintenant un seul puits de potentiel, on a un seul puits, un état de collision juste au-dessus du seuil de photodissociation et un état lié dans le même potentiel photodissociation. Si on fait donc des deux faisceaux de laser oméga, oméga 2, si on a un état noir, si on a une certaine combinaison linéaire des deux états, on va avoir une résonance noire. Alors vous allez me dire, mais une résonance noire, ça se fait en général entre deux états discrets. Ici, on a bien un état discret, mais ici, on a un état du spectre continu. Mais l'énergie est très bien définie, les atomes sont très froids, et la dispersion en énergie de l'état initial peut être négligée. Elle n'est pas importante. Et vous voyez ici, ça c'est au labo, une résonance noire qu'on a obtenue sur une molécule formée de cette façon. Alors, donc, ensuite, une fois qu'on a cet état noir, si on se place juste à l'endroit de l'état noir, et si on change adiabatiquement les faisceaux laser, on peut transférer complètement les deux atomes de l'état incident de collision vers l'état discret, dans le puits. Alors, on peut aussi, et ça c'est intéressant, on peut aussi, en mesurant la différence des fréquences des deux faisceaux laser au centre de la résonance noire, mesurer expérimentalement l'énergie de liaison de l'état lié qu'on a ainsi peuplé, en corrigeant de la toute petite énergie de l'état incident de collision. Donc on peut mesurer l'énergie de l'état lié. Et si l'état lié est le dernier l'état avant le seuil de photodissociation, si on a un modèle suffisamment propre du potentiel d'interaction, on peut en déduire une longueur fondamentale dans tous ces problèmes qui est la longueur de diffusion. Alors c'est ce qu'on a fait. On peut donc, en mesurant par la résonance noire l'énergie du dernier état lié dans le puits de potentiel, les deux atomes de rubidium que nous étudions, on a pu mesurer la longueur de diffusion. Et voici les résultats qu'on a obtenus. Vous voyez ici la longueur de diffusion pour différentes mesures qui ont été faites. Et ça, c'est la mesure que nous avons faite, nous, en agrandissant ici par un facteur 100. Par un facteur 100. Donc, cette méthode a permis de mesurer la longueur de diffusion avec une précision près de 1000 fois supérieure à toutes les mesures précédentes. Donc, vous voyez, les résonances noires, sur le plan spectroscopique, c'est toujours extrêmement précis. C'est beaucoup plus précis que tout le reste. Et donc, voici donc, ces deux méthodes donc, qui ont été faites pour créer des molécules froides, soit les résonances de Feshbach, soit la photoassociation. Et je crois que je suis prêt maintenant à donner ma conclusion. Il me semble que dans les dernières décennies, un grand nombre de progrès ont été réalisés en utilisant les lois de conservation. D'abord, il y a 60 ans, la conservation du moment cinétique a joué un rôle important, crucial, dans des expériences de pompage optique consistant à manipuler le moment cinétique des atomes. De même, la conservation de l'impulsion
dans des processus absorption-émission spontanée ou absorption-émission induite, a permis de créer les forces réactives et dissipatives qui ont joué un rôle important pour le refroidissement et le piégeage. J'ai choisi ce sujet parce que je pensais que ça complétait un petit peu le cours de Serge. En fait, les effets d'interférence quantique jouent un rôle très important également, en plus des lois de conservation. Parce qu'elles sont très utiles pour vaincre certaines limites fondamentales, comme le recul associé à l'énergie d'un photon, d'arriver dans le domaine subrecul, pour souligner des liens intéressants qui étaient absolument inattendus entre le refroidissement laser et des statistiques de Lévy décrivant des marches au hasard anormales, également pour résoudre un certain nombre de difficultés associées au refroidissement des molécules. Voilà, je vous remercie.